Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Ah, quelle bonne blague, Julien! Ben oui. Mais des choses qu'on se raconte hors d'onde. Ah hein. oui, c'est les meilleures choses. Je vois pourquoi on parle les micros. Rire de même. On est le 16 janvier Oui. et en ce moment, c'est la saison du désabonnage du gym. Ah oui, mais oui, mais oui. À cause des résolutions de... Ouais, j'ai pensé peut-être qu'on pouvait starter le bal en parlant de ça, du concept d'avoir des résolutions, entre autres en termes de créativité puis d'art. Parce que, genre, on se donne des objectifs, puis moi, on dirait que j'ai la fâcheuse manie à chaque mois de décembre de m'acheter un nouvel agenda, puis de dire, là, moi, je vais accomplir ça, puis ça, puis je vais m'assurer de faire ça, puis ça, puis Gadine va être rendu à tel Ça marche point. pas quand tu fais ça. hein? C'est pas que ça marche pas. Ça a le potentiel de marcher, mais ça a beaucoup, beaucoup de potentiel d'échouer. Pour moi, ça ouvre une conversation naturelle sur la discipline de travail quand tu fais de la création artistique. Ou du gym, là, aussi. Mais bon, c'est ce qui nous intéresse, c'est la création artistique. Je suis curieux de savoir, toi, c'est quoi ta discipline? C'est quoi qui te motive? Comment tu mets tes balises pour pouvoir créer? Ben moi, au niveau créatif, ces temps-ci, là, j'ai 2 textes à faire par mois pour le podcast. Puis, je fais de la prep pour mes différentes parties de jeux de rôle. Honnêtement, là, le seul truc à date qui fonctionne, c'est d'avoir un deadline. Mm-hmm. Fait que la journée avant la livraison de mes textes, j'ai terminé mes textes. Puis la journée avant la game de Donjon Dragon, ben, j'ai fait ma prep. Il y a rien qui marche plus qu'un deadline. Comme dans tous les trucs qu'on peut avoir sur s'assurer de créer de façon constante. Parce que moi, en tout cas, personnellement, j'ai plein de moments où j'ai des inspirations, puis là, j'ai du temps de libre. Parfait, je vais créer, mais ça crée pas une constance, puis ça m'assure pas qu'au bout de l'année, j'ai atteint tel ou tel objectif. C'est juste sur le fly, comme ça, je vais avoir une inspiration. Je prends un verre dans un bar, puis genre, j'ai mon calepin, mon crayon, mon exutoire, puis je peux aller loin là-dedans, sauf que c'était hot cette fois-là. J'ai créé quelque chose dont je suis fier, je suis content. Mais après ça, pendant 3 mois, je fais autre chose de ma vie, je suis trop occupé, j'ai pas le temps, puis j'ai rien créé, tu sais. Fait que mon expérience personnelle, c'est que le deadline, c'est ton meilleur ami, là. Le concept d'avoir une date butoir, un moment, une date de tombée, tu peux rien faire après ça. Tu es obligé d'aller, par exemple, parler dans un micro de ce que tu as fait. Ton meilleur ami, t'es pas supposé l'aimer? Ton coloc. OK, ouais. Faut savoir vivre avec. Ouais. Mais moi, je suis rendu que je l'aime, le deadline. Parce que des fois, j'ai un gros blanc, puis mettons que j'ai quelque chose à remettre le 30 du mois. Le gros blanc, le 1er, puis le 5, il me stresse pas. Arrivé le 15, il me stresse. Arrivé le 25, je fais comme, ben là, je suis vraiment dans la merde, qu'est-ce que je fais? Puis le 28, je suis obligé de m'asseoir. Puis le 29, je suis obligé de finir. Puis ça met une obligation dans... Fait que ça impose un minimum de discipline. Je vais te parler après de mes vrais trucs de discipline, là, mais ça, c'est genre un peu le fail-safe, là. Oui, parce que reste que... Moi, je remarque que des fois, quand il y a un deadline, oui, le texte peut quand même avoir une bonne qualité, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de quoi sur la page quand tu respectes un deadline. Puis là, moi, à ce moment-là, des fois, c'est là que je doute de qu'est-ce que j'écris. Tu sais. Je l'ai écrit parce que j'avais un deadline, puis parce qu'il fallait qu'il y ait des mots sur la feuille. Après ça, est-ce que le texte il est bon ou est-ce que je vais en être fier? Ça peut varier. Là. Toi, as-tu toujours fonctionné juste avec des deadlines ou là, avec Comme du monde, c'est ta réalité puis ta campagne actuelle, mais dans la vie, ça a-tu toujours été comme ça? Es-tu un procrastinateur né? Oui, quand même, oui. Ouais, mes travaux à l'université, puis très, 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 très dernière minute tout le temps. Mais je remettais mes travaux. Mm-hmm. Sauf que nuit blanche pour finir un... Écoute, certains pourraient dire que tu as un système. Oui. Il fonctionne. Ton système fonctionne. Regarde où je suis rendu. C'est un système qui demande beaucoup de caféine, beaucoup de stress. Ouais. Mais tu y arrives. Ouais. Mais tu sais, moi,
mon défaut, des fois je procrastine, oui, mais mon défaut, c'est surtout que je fonctionne par phase passionnelle. Tu sais, je vais dire, là, j'ai une bonne idée, là. Il n'y a que ça qui existe. Puis là, je me fais proposer des contrats, genre, puis je vais dire, non, je suis pas disponible en ce moment. Puis je prends comme, mettons, une semaine de vacances. Puis c'est pas des vacances pantoute, genre, je travaille comme un malade sur quelque chose qui paye pas, juste parce que c'est là que j'ai eu l'inspiration. Je me suis créé le temps. Puis je m'oblige à finir, mettons, telle ou telle étape pour telle date. Puis j'étais comme, bon, ben j'ai une semaine à vivre dans ma sueur, dans mon beurre de raie, à travailler sur mon affaire, sur mon ordi, ou à faire des dessins, ou Ouais. à faire une aquarelle, je sais pas. Fait que, là, je vais t'avouer que la plupart du temps, c'est juste de l'idéolangaison que je fais. Là. C'est ma passion numéro 1 dans la démiurgie, mais c'est créer une langue. T'sais. Mais C'est ça, ta discipline? Non. OK. C'est ce que je fais par défaut. OK. À un moment donné, en 2014, j'ai toujours été un artiste, j'ai toujours été musicien. Puis c'est de même, je composais des tunes aussi. Là. Genre, j'ai une inspiration, là, tout le reste prend le bord, puis je compose ma tune. Mais non, c'est... En 2014, j'ai eu une amie qui est venue faire un tour chez nous. À l'époque, j'habitais avec des colocs, puis on avait une belle communauté, puis les gens rentrent puis sortent comme dans un moulin. Une amie est venue faire un tour, puis elle avait un livre sur les médecines autochtones. Dans le fond, c'était une espèce de truc qui se rapproche du tarot ou le but, c'était juste comme il y a des animaux dont on peut s'inspirer. Ils appellent ça des médecines. J'ai aucune idée encore à ce jour. J'ai jamais fait d'autres recherches. Aucune idée, ça vient de quelle culture autochtone, c'est quoi exactement. Mais elle avait ce bouquin-là qui avait l'air un peu d'une vieillerie. Puis tu t'inspires de la loutre dans ta vie. Tu vas devenir plus de même, plus comme la loutre, avec les belles qualités de la loutre. Et le livre a plein de chapitres, de sections qui sont des archétypes animaliers. Aucun lien avec ce que j'ai décidé de faire avec Gadine. Là. Je ne pense pas. Là, vraiment je pensais que c'était là que tu allais, mais... Vraiment pas. Je m'en vais pas là. C'est juste que c'était ça le livre. Puis elle m'a dit, garde, le concept, c'est que tu ouvres la page. Puis la page à laquelle ça arrive, c'est ton animal. C'est pas un animal totem. C'est pas genre, toi, t'es déjà ça. C'est, il faut que tu t'en inspires. Comme un oracle. Là. Comme un oracle. Ouais. Fait que j'ai ouvert... Puis ça m'a donné l'élan, l'orignal. Et l'orignal, son descriptif, c'était l'orignal, genre, fait un petit pas à chaque jour en suivant le lichen. Il va pas sprinter. Puis quand lui et le cougar sont dans la montagne, le cougar arrive jamais à le rejoindre parce qu'il est tellement... Tu sais, un peu lièvre et la tortue. Ouais. Un peu, lentement, mais sûrement. Oui, lentement, mais sûrement. Il en fait toujours un petit peu à chaque jour. Il est solide sur ses pattes. Puis il arrive à ses fins comme ça. Ne sois pas le cougar, tu sais. Puis là, je vais dire, OK, je suis peut-être un peu trop le cougar. Chien pour la personne qui tourne la page du cougar. Ben, elle se fait dire, non, ne sois pas l'orignal. Ne sois pas l'orignal, il est niaiseux, là, il prend trop son temps. Toi, faut que tu t'actives, tu sais. Puis, fait que là, à cette époque-là, je travaillais beaucoup sur mon norvégien, j'apprenais le bokmål, qui est la langue du sud de la Norvège, si on veut. Et puis... En norvégien, ça se dit la médecine de l'élan, tu dirais Elksmedicinen. Ben, je me suis inventé une discipline personnelle. J'ai comme pris ça au sérieux. J'ai fait OK, let's go. Fait que je vais faire Elksmedicinen, c'est-à-dire que je vais me faire un horaire routinier quotidien obligatoire. Je me lève un peu plus tôt, je me crée du temps dans mon début de journée que normalement j'aurais fait la grosse matinée ou j'aurais peut-être, genre, je me serais juste levé plus tard ou bien j'aurais rien calissé, je sais pas. Mais tu sais, les 2 premières heures de ma journée sont sacrifiées à faire genre 15 minutes d'irial, 15 minutes d'entraînement, genre des étirements, 15 minutes de méditation. Puis là, je me suis comme créé une espèce de régime strict militaire de vie qui me prend 2 heures de ma journée à chaque jour. Puis j'ai dit, je suis capable de toffer ça puis de le tenir pendant une semaine. Pendant une semaine, je l'ai fait. Puis ça a full fait du bien. Puis ça a fait qu'au bout de ma semaine, j'avais fait plein de créations. J'ai fait un petit peu d'irial, un petit peu d'invention démiurgique, un petit peu aussi de musique. J'avais composé une tune, tu sais. Puis j'étais comme, c'est le fun comme truc. Le 2 heures est un peu intense. Réduit ça à 1 heure. Puis là, j'ai toffé ça pendant des mois et des mois. À un moment donné, j'avais plus de temps. Je disais, hey, je vais remonter à 2 heures. Puis fait que je me recréais comme des régimes, mais je gardais ça. Puis je suis arrivé comme à un sweet spot que maintenant, quand je le fais, j'ai ma discipline. On est en 2014, on est rendu en 2024. Fait que ça fait 10 ans que je fais ça de façon routinière, régulière, quotidienne. Mais là où ça brise, c'est que des fois, j'ai pas le temps. Puis il suffit de pas le faire pendant 2 jours pour pas le faire pendant 2 mois. Ouais.
Puis après ça, je vais dire, hey, là, j'en ai vraiment besoin. Là, j'ai très mal au dos. Tu sais quoi qui me ferait du bien, genre, de repartir avec X-Medicinine, fait que j'ai mes petits étirements du matin. Ou genre, je me sens un peu, genre, ça fait longtemps que j'ai pas touché à l'Irial. Ah ben, avec X-Medicinine, je l'ai intégré le matin, tu sais. Mhm. Sans déranger personne, avant que ma blonde se lève, avant que la vie existe. Fait que, tu sais, quand j'ai été très discipliné là-dessus, là, c'est dans ces moments-là de ma vie que j'ai le plus créé. Puis c'est vraiment le fun d'avoir ça. Mais tu sais, faut que t'aies, tu sais, j'ai pas d'enfant. Il y en a plein des facteurs qui font que je suis capable d'atteindre ça, là. Puis des fois, ben, je suis pas capable juste parce que je suis paresseux, j'ai pas le goût. Mais est-ce que ça nécessite aussi une discipline de genre, oh, il est cette heure-là, fait qu'il faut que je me couche parce que demain, je fais mon heure de... Oui, mais par bout, j'ai comme vu, ces temps-ci, mon énergie est plus sur le soir que sur le matin. OK. Fait que je vais juste le faire à chaque soir avant de me coucher, à la place de le ouais, faire le ouais, matin en me levant. Fait que, tu sais, des fois, je planifie, mais c'est comme, je me permets pas de changer d'idée une fois que j'ai fait la planification. OK. Je fais comme, je me donne un défi, puis mon but, c'est d'atteindre le défi. Fait que si je trouve que c'est pas réaliste de faire des 3 heures à chaque matin en me levant à 4h30 pendant un mois straight, c'est sûr que c'est pas ça que je me donne comme défi. C'est genre, hey, je vais faire la version 1 heure à chaque soir avant de me coucher pendant une semaine, voir si je suis capable de tenir ça. T'sais. Mais au final, j'arrive tout le temps à la fin avec de la production. Genre, j'ai tout le temps un résultat sous la main qui est soit que je suis plus détendu dans mon corps parce que je me suis un petit peu étiré, entraîné à chaque jour, chose qui serait pas naturelle parce que ma job, c'est tout le temps d'être à l'ordi. Ouais. Ou justement d'avoir fini par genre, OK, j'ai fait ce module-là de création démiurgique, puis je l'ai accompli grâce à cette discipline un peu militaire, un peu chiante. Une fois que tu l'as fait pendant 3 jours, c'est comme établi. Une fois que tu l'as fait pendant une semaine, tu y penses plus. C'est vraiment le fun. Ouais, c'était à essayer. Je pense que je l'essayerai, puis je te redonnerai des nouvelles. Épisode 22, genre. Épisode 22, OK, on se donne un rendez-vous à l'épisode 22 là-dessus. Mais reste que c'est quand même ça, tu sais, dans ma planification d'horaire là, de la semaine, dépendamment de qu'est-ce que j'ai comme activité, ou ben là, je vais me dire, bon, ben ce soir-là, là, aussitôt que la petite est au lit, il faut absolument que je fasse un texte, parce que j'en ai 2 à faire, puis il me reste 3 jours, mettons. Ouais. J'avoue qu'en prenant 1 heure, c'est comme d'anticiper un petit peu. C'est faire l'orignal un petit peu Faire par la petit même peu. chose, mais le faire en connaissance de cause d'avance. Ouais. Tu dis, je vais m'éviter de le faire plus tard. Mais si le deadline, c'est la seule affaire qui marche pour toi, c'est correct aussi. Là. On s'en reparlera. Le texte numéro 11 et 12. Moi aussi, de créer ce temps-là, tu sais, il y a 2 épisodes, je pense, on a parlé de lire. Tu sais, Ouais. on aimerait ça lire plus. Ben, c'est de même, moi, que j'ai réintégré la lecture dans ma vie. C'est en me mettant un 20 minutes le matin à chaque jour dans le cadre de ma discipline personnelle de médecine de l'orignal. Ouais, c'est comme une routine fourre-tout un peu. Là. J'ai le goût de faire ça, mais je vais le mettre dans ma routine. Ça va prendre 15 minutes, mais je vais le faire tous les jours. Exactement. Tu sais, les chansons de Gadine que j'ai inventées. C'était là que tu faisais ça? Ouais, j'ai fait ça pendant 72 jours d'affilée, pendant un hiver plate. Très, très bonne idée. Je me lève le matin, je me donnais 20 minutes, puis en 20 minutes, je suis obligé d'avoir enregistré une toune au piano. Peu importe c'est quoi qui est sorti ce matin-là. Fait que ça fait qu'il y en a qui sont mauvaises. Puis il y en a une qui est devenue la chanson thème de Comme du Monde, puis il y en a une qui est devenue notre chanson de lecture. Fait que tu sais, ça a créé des choses. C'est quand même cool. Oui, très intéressant. Je vais t'en reparler. Le mois de janvier, justement, ça tombe un peu plus relax chez nous. Là, fait que je vais essayer d'appliquer ça un petit peu pour te témoigner de comment ça s'est passé. Ça se peut que ce soit un échec monumental, par exemple. Non, mais j'aime ça t'avoir comme cobaye. Groupe test. Cool. Ouais, je sais pas. On va voir. On parle de quoi aujourd'hui, Julien? Attends, on est-tu à Comme du Monde? On est à Comme du Monde. Dans les bureaux de choc.ca. Oui. Puis on parle de démiurgie, c'est-à-dire de création d'univers narratif. Oui. Puis toi, ton nom, c'est Joël. C'est vrai, puis toi, ton nom, c'est Julien. C'est ça. OK, c'est bon, je voulais juste être sûr. On dirait un test d'accident. Un test de replicant. Oui, oui, exactement. Ouais. Ouais. Ah, j'aime ça. Aujourd'hui, on parle de protagonistes. OK. Puis à la fin de l'épisode, je vais te lire un texte, lettre de Quentin à Sixtine. Parfait. Ouais. Ben, commençons ça avec... on parle de personnages principaux.
Oui, ben un Le personnage protagoniste. principal, en fait, on peut commencer peut-être par définir c'est quoi un protagoniste. Mhm. Souvent, on a le réflexe d'associer au personnage principal, celui qui fait progresser l'action, puis celui qui compte. Ça peut être un peu une définition qui est restreinte. Pour moi, le protagoniste dans l'histoire, ça va être le personnage qui va vivre une transformation. Mhm. C'est le personnage qui change pendant l'histoire. J'ai trouvé ça un peu difficile de préparer un épisode démiurgique sur le protagoniste parce que j'ai l'impression que le protagoniste, il appartient à l'histoire, il appartient au récit, il appartient peut-être même comme au produit final, à la livraison. Ouais. Dans le jeu vidéo, bon, c'est clair, c'est qui le personnage principal, dans la bande dessinée, dans le cinéma. Dans le jeu de rôle, ben, le personnage principal, on essaie de faire en sorte que ce soit les joueurs. Mais dans la démiurgie pure, est-ce que c'est comme une distraction? Ben, pour répondre exactement à ce que tu viens de dire, c'est que, comme tu dis, mettons, dans un jeu vidéo, puis tu es en première personne, Ouais. ton personnage principal, c'est ton point de vue sur la démiurgie. Fait qu'il y a ça aussi. Le personnage principal, c'est juste l'accession à l'entièreté de ton œuvre si tu as un récit qui est basé, campé dans un personnage principal. Mhm. Dans un jeu de rôle, autour de la table de jeu, toutes les personnes sont comme un personnage principal, puis chacun d'entre eux va accéder à la démiurgie que le maître de jeu a inventée. Quand tu dis toutes les personnes, tu parles des joueurs. Les joueurs. OK. Mais la démiurgie que tu as inventée, ça ne veut pas dire qu'elle va être accédée par les gens. Peut-être qu'ils ne vont pas dans cette maison-là. Puis toi, tu as inventé des trucs dans cette maison-là. Fait que, tu sais, entre créer l'univers puis accéder, livrer à l'univers, pour moi, le pont entre les deux, c'est ton récit. Puis le vecteur du récit, c'est le personnage. C'est pas tous les récits qui ont un personnage principal absolu. On en parlera, si tu veux, un peu plus tard, mais il y a ce besoin-là d'avoir le récit pour la démiurgie. Maintenant, il y a des gens qui font juste de la démiurgie pour la démiurgie. Là. Ouais. Donc là, on n'est pas là. Mais si tu as un récit au final, peu importe sa forme, ben, le personnage, c'est un peu ta fenêtre sur ta démiurgie. Absolument. Oui, ben oui, c'est sûr. Mais justement, tu sais, pour des gens qui font de la démiurgie... Qui démiurgissent. Qui démiurgissent. Mm-hmm. J'ai trouvé sur Reddit, sur un subreddit, un sous-reddit, sur la démiurgie qui s'appelle World Building, un sondage. Quelqu'un posait la question, est-ce qu'il y a un personnage principal dans votre monde? Ben, il y avait 928 utilisateurs qui disaient avoir un personnage principal contre 823 qui disaient ne pas en avoir. Puis après ça, il y avait une conversation super intéressante sur il ne peut pas avoir un personnage principal dans ton world building parce que ton world building, c'est comme l'entièreté d'un monde et l'entièreté des époques de ton monde. C'est ça. Et il y avait du monde qui disait oui, mais moi, je fais du world building pour ma série de romans fantastiques. Dans ma série de romans fantastiques, ben, il y a un personnage principal. Fait que quand je fais ma démiurgie, j'ai toujours mon personnage principal dans ma tête. Ouais, est-ce que c'était sur r/worldbuilding? C'est Ouais. comme le... Exact. En passant, pour les gens qui s'amusent sur Reddit puis qui aiment la démiurgie, là, ça, c'est une mine d'or, ce subreddit-là. Ce sous-reddit. Ou juste ce sous. C'est un sous. Oui, fait que c'est ça. C'est fou. C'est comme la moitié-moitié. Moitié-moitié. Ouais. Okay. Puis là, on parle de quoi? D'un échantillon d'un peu moins de 2000 personnes. Fait que... Je sais pas. C'est sûr que moi, je fais quand même la différence entre les deux. Est-ce que tu es en train d'écrire un roman puis c'est pour ça que tu fais du world building? Bien, évidemment que ça te prend un personnage principal. En tout cas, presque toujours. Là. Puis si tu fais du world building, mettons, moi, mon contexte, c'est que je le fais pour un jeu de rôle. Mais c'est un peu différent, mais je garde quand même toujours le personnage principal en tête. C'est-à-dire que je sais pas c'est qui. Parce que je laisse libre aux joueurs dans un jeu de rôle de créer son personnage, d'inventer son histoire. Puis les seuls paramètres sur lesquels j'ai un contrôle, c'est l'environnement du personnage. Tu sais. Mais je le garde en tête tout le temps. Le fait que mon monde est vécu à travers un jeu de rôle, sans connaître le personnage, mais j'essaie de toujours penser à cette fenêtre-là dans mon monde. Fait que qu'est-ce qui serait intéressant pour quelqu'un qui évolue dans un monde, mais sur lequel j'ai aucun contrôle. Tu sais. Mon but, c'est quand même les mêmes choses qu'un protagoniste. Mon but, c'est que les joueurs vivent des aventures, puis que les joueurs soient transformés par ces aventures-là. Dans un monde classique, ben, ta transformation s'effectue parce que tu gagnes l'expérience puis tu montes de niveau. Tu sais. Mais je pense que j'aime l'approche aussi qualitative qui fait que les actions que tu prends ont une influence sur le monde, puis tu transformes le monde, puis ton personnage se laisse transformer aussi. C'est probablement aussi, pour mon parcours personnel de joueur de Donjons Dragons et de jeux de rôle de table, c'est l'aspect le plus mémorable.
Genre, moi, mon souvenir le plus fort de la campagne que j'ai jouée, il y a 15 ans avec des amis, c'est quand on est revenu dans un village, puis à cause de ce qu'on avait fait dans ce village-là, il y a 2 mois, là, le village était changé par nos actions. Je me souviens pas quel spell j'avais, puis quel niveau j'étais, puis j'avais combien de points de ranks dans un skill. Mhm. Tu sais, je me souviens pas de ces aspects-là de mon personnage. Ce que je me souviens le plus, c'est les moments où le récit et le personnage sont rentrés en contact. Mhm. Puis qu'il y a eu un impact de l'un sur l'autre, puis de l'autre sur l'un. Puis c'est ça pour moi, l'histoire. Ah oui. Genre, on dit souvent que si t'as une idée cool pour un personnage principal, puis que t'as pas d'idée d'intrigue, genre, ben t'as pas d'histoire. Ouais. Puis si t'as une idée cool pour une intrigue, mais tu sais pas, t'as pas de personnage pour le mettre dedans, t'as pas d'histoire. Mhm. Une histoire, c'est toujours vu à travers à travers quelqu'un qui a vécu des choses, puis les choses que cette personne-là a vécues. Fait que t'as tout le temps des personnages. Puis si t'essaies de créer une histoire sans personnages, point, ben ça existe, mais c'est une rareté. Puis c'est quelque chose de particulier que t'es en train de faire. Un récit sans personnage principal, c'est une chose. Il peut y avoir des récits chorales là, avec plein de personnages qui ont chacun leur vignette, avec chacun leur histoire. Tu sais, le Magnolia, Ouais. Crash. Love Actually. Oh, ouais. Fait que Love ça- Actually, ouais. ça existe. Mhm. Mais c'est pas un récit sans personnage principal. Non, ça. ils sont tous le personnage principal de leur petite... Exactement, de leur leur court-métrage. Ils ont chacun un court-métrage, Ouais. puis c'est tout monté entrelacé ensemble. OK, cool. Mais non, un récit sans personnage principal, c'est autre chose. T'sais. On pourrait postuler un argument pour ben ce texte-là, il n'y a pas de personnage principal ou ce texte-là. Mais à chaque fois, il faut en parler un peu plus parce que c'est vraiment pas normal. Toi, tout à l'heure, tu m'avais dit. J'ai dit Fondation. Fondation de Isaac Asimov. Ouais, mais c'est tu sais, j'ai pas... Je peux pas dire que je connais l'entièreté de l'œuvre, là, mais il me semble que c'est pas tant les personnages qui sont en avant-plan, mais l'évolution de ce monde-là, tu sais, puis l'histoire du monde. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Quand tu as un récit historique, Mhm. c'est là souvent que tu n'auras pas de personnage principal. Par exemple, si c'est une œuvre qui parle d'un moment historique, ben oui, tu peux faire un film hollywoodien classique puis dire, ben, ce soldat-là, on va le suivre pendant la guerre. Ouais. Mais mettons, je sais pas si tu as déjà vu le cuirassé Potemkin d'Eisenstein. Je sais c'est quoi, mais j'ai jamais vu. C'est un film qui parle d'un moment historique avec aucun personnage. OK. Je veux dire, il y a que des figurants. Tu sais, on les suit à travers ce qu'ils sont en train de vivre, mais on va pas vivre avec eux. La caméra est pas perchée sur leur épaule. On n'est pas avec qui que ce soit. On vit quelque chose avec un point de vue extérieur, un peu quasiment documentaire. Tu sais. Je comprends. Fait que ça, on pourrait facilement dire que c'est un vrai récit sans personnage principal. Mais c'est une rareté. C'est pas normal de faire Puis ça. il reste que ces figurants-là sont quand même des personnages, je veux pas. Là, quand tu regardes une scène, l'action est quand même... même si c'est historique, elle est quand même à carbure au fait qu'il y a quelqu'un dans le plan qui fait quelque chose, tu sais, fait qu'automatiquement... Ouais, il y a... c'est comme si tu avais une grande collection de personnages de soutien Exact. puis de figurants. Puis sur lesquels tu connais très peu de choses parce qu'ils sont là vraiment pas longtemps, puis après ça, le focus change. Là. Mais ils Mais reste n'ont pas le tonus d'un personnage principal. T'sais, il faut le connaître. Il faut rentrer avec lui dans son histoire, le personnage principal. OK, ouais. Ou au moins, il faut mal le connaître puis le découvrir à la fin ou quelque chose comme ça. T'sais. Mais il faut qu'on soit dans quelque chose de précis avec ton personnage. Mhm. Mettons le Silmarillion. Ouais. On pourrait dire c'est un récit historique qui raconte l'histoire du monde. Pas la vraie histoire du monde, on va se le dire. L'histoire du monde du Seigneur des Anneaux. L'histoire du monde du Seigneur des Anneaux. Puis donc, il n'y a pas de personnage principal. Mais c'est vraiment pas vrai. Parce que en fait, c'est juste une suite d'événements historiques. Mais chacun de ces événements-là est développé comme un conte à part entière avec son propre personnage principal. Puis tu as des segments qui sont juste des liens entre un conte avec, mettons, Beren et Luthien, puis ensuite le conte avec Turin Turambar. Fait que tu as un personnage principal, puis après ça, tu as un autre personnage principal. Puis tu vas vivre les deux. Puis entre les deux, tu as une couple de pages où il n'y a pas de personnage principal. Tu sais. C'est un peu comme si le personnage principal, c'est c'est un petit peu comme s'il se manifestait quand on l'observait. Ah, c'est comment ça s'appelle? Le principe d'Eisenberg? L'incertitude? Ouais. Comme un électron que tu essaies de prendre en... Que tu peux, qui existe quand tu le mesures, là, ou qui est plutôt qui
qui se décide sur des caractéristiques au moment de la mesure. Non, mais reste que c'est ça quand même. Tu sais, si tu racontes le Silmarillion, tu fais un choix de, bon, ben moi, pour ce moment-là de l'histoire, je vais suivre telle personne. Ça Ouais. peut être quelqu'un d'important dans ce moment-là, mais ça pourrait être aussi... ça donne que tu suis ce personnage-là, puis tous les événements historiques qui se déroulent, un peu comme Forrest Gump, là. Tu sais, tu trouves toute l'histoire importante se passe autour de lui dans sa ça. vie. Ben, Ouais. mettons par moment, tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui sont là, puis des fois, on a tendance à dire, bon, ben, si je veux raconter l'histoire, je sais pas moi, de la création de l'anneau, ben là, je vais aller chercher la personne qui l'a forgé, ou je vais aller chercher, tu sais. Mais ça pourrait être aussi intéressant de suivre cette histoire-là du gars qui passait le balai dans le... tu sais, en tout cas, je soulève le point, là, tu sais, que on peut quand même décider de manifester un protagoniste en regardant ailleurs. Effectivement. Puis cette idée-là que le protagoniste, si on le décide, si on en prend un puis qu'on va le suivre, ben là, naturellement, je sais pas si tu avais ça dans tes notes ou tu as voulu parler de ça, mais tu sais, naturellement, tu as le classique Joseph Campbell, le monomythe, le Hero of a Thousand Faces. Je l'ai pas mis dans mes notes parce que je me suis dit, c'est sûr que j'allais parler de ça. Parce que c'est la base, là, tu sais, pour n'importe qui de nos auditeuristes qui ne connaissent pas ça. C'est comme c'est la règle d'or du personnage principal dans toutes les histoires de l'humanité. Dans le fond, Joseph Campbell, c'est un... Qu'est-ce qu'il faisait? Je sais pas. Un psychologue, je pense. Il y avait quelque chose vraiment par rapport à l'étude de la psychologie de l'humain en société. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il faisait exactement. Peut-être tu peux nous faire une petite recherche. Regardez ça. OK? Mais il a pondu ce livre-là qui est à la suite d'analyse, peut-être c'est un anthropologue, en tout cas, à la suite d'analyser plein de textes écrits par les humains dans plein de régions du monde différentes. C'est un mythologue. Carrément. Ouais. Carrément. Fait que, en analysant ça, il en est venu à un truc qui s'appelle le Hero's Journey, ou en français le monomythe, souvent qui est plus souvent appelé, ou la quête du héros. Mais c'est l'histoire. Juste un blueprint de l'histoire qu'on raconte. N'importe quel conte avec un héros. C'est quoi l'histoire? Ben, il commence dans un certain état, puis là, il évolue à un autre. Fait qu'au début, il y a un appel à l'aventure. Puis tout ça se dessine sur un cercle. Puis la section en dessous, tu pars en haut, comme tu pars à midi. Puis tu vas bouger dans le cercle. Le personnage va vivre une histoire, puis il va revenir à midi à la fin de son histoire. Puis la section du bas, c'est le monde inconnu. Section du haut, on est dans le connu. Fait qu'au début, il y a un appel à l'aventure. Il va passer le seuil de l'inconnu. Il va avoir des défis, des tentations. Arriver dans le moment le plus bas, c'est là qu'il vit une abysse, donc un moment de mort interne de quelque chose en lui, puis une transformation pour commencer à remonter, puis en sortir grandi. Et il va vivre sa transformation. À un moment donné, il va repasser le seuil vers le monde connu. Oui, c'est le moment où il a vécu une réparation puis une finalité. Puis après ça, il revient dans son univers au connu. Puis ce tour-là, c'est ça sa quête. Fait que dans le fond, il est parti peut-être tuer le méchant. Ben, il a fallu qu'il plonge dans la forêt maléfique, puis qu'à un moment donné, lui-même s'est ramassé vraiment dans la marde, puis il a appris des choses sur lui-même. Et à ce moment-là, il a pu revenir grandi, vaincre le méchant. Puis là, il arrive dans son village natal, mais il n'est plus la même personne. Fait que c'est l'histoire qui est là dans plein de contes africains. C'est aussi l'histoire de Star Wars. Ouais. C'est dans tout. C'est comme un genre de patron là, qui est assez lousse pour dire que tu peux tout mettre dedans. Là. Ouais. Fait que dans une histoire que c'est un modèle classique de quête et d'aventure, tu as pratiquement toujours ça. Puis si tu n'as pas ça, peut-être l'auteuriste a pris des décisions cool, puis a changé un peu des trucs, mais c'est clairement en connaissance du fait que les attentes de ton lectorat, c'est de voir ça se passer. Ouais. Fait que même dans des histoires purement dramatiques, qui n'ont absolument rien à voir avec les trucs fantaisistes. Les Mighty Ducks, mettons. Les Mighty Ducks, oui. C'est ça, un drame sportif. Mais quand tu es dans des histoires différentes comme ça, si tu as un personnage qu'on pourrait qualifier de héros, t'as ça. Ouais. Puis si t'as un personnage qui n'est pas un héros, un personnage, par exemple, risible, ridicule, tragique, lui, il va pas passer à travers ça. Parce que lui, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de transformation. Non. Lui,
il apprend sa leçon. Fait que, tu sais, des fois, tu as des cautionary tales. Ouais, c'est ça, où il sert d'exemple. Sert d'exemple pour le prochain héros. Mhm. Fait que oui, il y en a des histoires, des histoires très anciennes aussi, où ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui a échoué à son cercle de monomythes. Ou Lovecraft, que son personnage principal finit toujours juste par mourir de la pire façon. Ouais. Puis là, il y a Dan Harmon, Ouais. créateur de Community, puis après ça, Rick and Morty, ouais. que lui a fait sa propre version du monomythe, puis il l'a enseigné pendant des années. Ah oui, il reprend le truc de Joseph Campbell, mais il l'a juste simplifié, puis subdivisé différemment pour que ça rentre facilement dans un épisode de 23 minutes. Nice. Puis là, lui, quand tu commençais à travailler pour lui, mettons sur Community ou sur Rick and Morty, même quelques années plus tard, quand tu commençais à travailler comme writer dans son writer's room, première affaire qu'il faisait, il dit, bon, là, ça, c'est notre outil numéro 1 ici. Puis même si on fait un épisode que c'est des gags, des jokes, puis de la romance, puis des niaiseries, puis même si c'est une joke autour d'un costume puis d'un fort fait en oreiller, on va passer au travers de ça. Puis on va prendre notre personnage principal au sérieux comme si c'était un grand héros. Nice. Pour cet épisode-ci, le personnage principal, c'est Troy. Troy, c'est notre héros. Puis là, on travaille là-dessus. Fait que Dan Harmon il a amené ça dans l'air du temps un peu, dans le 21e siècle. OK. Ah, je savais pas ça. C'est full intéressant, sa version de ça, mais c'est pratiquement la même affaire. C'est juste un peu, genre, tweaké pour que ça fitte plus en mode télé. OK. Ouais. Dan Harmon, c'est noté. C'est noté. Ouais. Puis là, après ça, t'as le anti-héros qui est pratiquement exactement ça, mais c'est juste que le personnage n'a pas les qualités d'un héros. Les vertus. OK. L'anti-héros, c'est un héros, mais sans les vertus. Fait qu'il va vivre tout ça aussi, il va passer à travers toutes les mêmes affaires. Peut-être qu'à cause de son manque de vertus, il va avoir une fin qui va pas être satisfaisante, ou peut-être qu'il arrive quand même à une fin satisfaisante, puis son apprentissage, sa transformation pendant l'abysse, c'est l'acquisition d'une vertu. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement d'anti-héros dans la culture en ce moment que j'avais l'impression que ça allait de soi que l'anti-héros était un protagoniste. T'sais. Mais j'imagine qu'à une époque où l'anti-héros est moins populaire, peut-être que les gens disent non, ça peut pas être le héros, ça peut pas être le protagoniste de ton histoire. Il y a des mauvaises valeurs. Ouais. Mais non, c'est intéressant, un anti-héros comme protagoniste. Là. Ça peut, peut-être que c'est un peu surutilisé, là, mais... Mais même que, tu sais, ça vient poser une question, moi, qui me chicote tout le temps un peu, c'est quand je regarde un film, quand je lis un roman, quand j'accède à une œuvre, puis le personnage principal fait des choses atroces qui ne fonctionnent pas avec mes valeurs. Il y a un choix qui se passe en moi, puis qui se passe en chacun de nous quand on consomme ces choses-là. Okay? Il y a comme un moment où il faut que je fasse la part des choses, dire, est-ce que c'est problématique que je sois en train de regarder ça? Est-ce que ça dit de moi que j'ai ces valeurs-là? Est-ce que je suis pas d'accord avec le personnage et donc je suis fâché que ça existe, cette œuvre-là? Puis ça amène une conversation sur c'est-tu bien de raconter des anti-héros? Est-ce que tu en es venu à une conclusion? C'est éthique et moral de les raconter. C'est pas à moi de décider ça, mais je veux dire, à chaque fois que ça arrive, je me pose ces questions-là, puis je me dis, en ce moment, je trouve que c'est... Il y a comme l'aspect, mettons, le créateur de l'histoire semble vraiment pas être d'accord avec ce qui fait vivre à son personnage, avec les actions de son personnage, ou semble être très d'accord avec ces actions-là. Ça, c'est... On dirait que il est là le point où ce que ça peut briser. J'ai pas l'air... C'est pas parce que je m'emmerde, là. C'est juste que ça me rappelle une histoire. Parce que tu as sorti ton téléphone. J'ai sorti mon téléphone pendant que tu parlais, parce que le fait, justement, de regarder une situation dans de la fiction qui va à l'encontre de tes valeurs, puis le questionnement sur est-ce que, dans le fond, cette œuvre-là devrait exister, ou est-ce que c'est un problème éthique que cette œuvre-là existe? Je trouve que c'est une question passionnante, là, quand même. Là. Ouais. On pourrait faire un épisode au complet là-dessus. Là. Mais il y a la réalisatrice Catherine Breillat, je sais pas si tu connais. Non. Qui vient de sortir un film qui s'appelle L'été dernier. OK. Puis c'est l'histoire comme d'une avocate qui est dans la défense des droits des mineurs. Puis écoute, je l'ai pas vu le film, j'en ai entendu parler, là, mais il y a comme une histoire de romance entre elle et le fils de son mari, genre. OK. Quelque chose comme ça. Là. Quelque chose que t'es comme, OK. Puis il est mineur. Là. Fait que c'est comme...
justement le genre de moment où tu te questionnes sur, ben voyons donc, le personnage principal fait quelque chose comme ça. Est-ce que cette œuvre-là devrait exister? Puis moi, en tout cas, en me posant les questions, je suis comme moi, mais des fois, de regarder quelque chose avec quoi tu n'es pas d'accord, de regarder quelque chose qui t'enrage, de regarder quelque chose de complètement contraire à tes valeurs, ben ça l'amène quand même une réflexion, puis Ouais. c'est peut-être pas à toi de décider si ça devrait exister ou pas exister. Tu sais. Mhm. En tout cas, Mais grosse question. C'est toujours. Ouais, c'est ça. Là, l'angle avec lequel on peut parler de cette question-là, c'est principalement pour le protagoniste. Si cette personne-là qu'on est en train de suivre est une personne qui fait des choses exécrables, ben, pourquoi je suis en train de le suivre? Puis, d'un point de vue comme si on revient un peu à simplement, genre, j'écris une histoire, ben, il faut que ça soit fascinant. Mhm. Tu sais, si tu veux que ton histoire, que ton récit soit intéressant, il faut que cette personne-là soit fascinante. On dirait que ce que ça dit sur nous, c'est que de nos jours, les gens sont fascinés par les choses horrifiantes, les choses exécrables. Ah, Parce que si ça pogne, si ça passe à la TV, si tout le monde triple là-dessus, puis les anti-héros ont la cote, c'est parce qu'on a une pulsion morbide un peu de regarder des choses qu'on déteste. Tu sais. absolument. Ou peut-être même que l'aspect polémique de quelque chose, tu sais, qu'il y a des gens qui se positionnent contre, qu'il y a des gens qui se positionnent pour, Mhm. puis qu'il y a une conversation qui se passe, mais ça peut aider à la popularité d'une œuvre. Là. Ouais. Moi, j'avais autre chose que je voulais peut-être intégrer dans la conversation, mais Ouais. je vois que tu as plein de notes, puis on n'a pas parlé de ces choses-là, fait que je te laisserai aller. Ben, je me demandais, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, comment ça peut être comme un outil pour le world building, le protagoniste? Mhm. Peu importe si ce protagoniste-là, c'est le protagoniste de ton histoire. Tu sais, je pense que juste comme d'en choisir un, puis de l'utiliser comme filtre, comme fenêtre à travers ton monde, ben, tu sais, c'est sens. En tout cas, je commence à faire la liste des sens comme si les gens ne savaient pas c'était quoi des sens. Peux-tu me nommer, est-ce que tu es capable, genre de mémoire, de me nommer les 5 sens? Ben oui, je suis capable. OK. 1. Un, c'est pas un sens, c'est un nombre. C'est vrai. OK, Ouais. je Tu reformule. vois, j'ai connais, là. Oh, ouais, tu connais tes sens parce que tu mélanges pas avec les noms. C'était mon piège. C'était le premier piège que je t'attendais. Ouais. C'est vraiment un attrape-nigo. Mais là, on recommence. Non, OK. Le premier sens, Julien. OK, ben le toucher. C'en est un, oui. Ouais, l'odorat. OK, hey, tu vas vite, là. Attends, il faut que tu me laisses compter. OK. 2. La vue. Non, 2, c'était l'odorat. Ouais. 3. La vue. OK, parfait. 4. T'es-tu capable? Louis. Non, Louis. Il y en a 4 sens. Le 5e, c'est voir les morts. Non, Louis, c'est le c'est 6e, les morts. Louis, c'est un roi. Ah oui, c'est vrai. Voyons, t'es dans le mélange. Tu vois, je mélange mes nombres, mes rois, mes sens, puis Ben oui, puis mes tes films de nombres. Night Shyamalan. Ouais. OK. Non, mais c'est ça crée... T'as-tu dit le goût? J'ai oublié. Non, mais tu veux vraiment que je fasse la liste des sens, là. OK, c'est bon. Le goût. OK, parfait. On en a 4, 5. On peut 5. continuer maintenant. On peut continuer maintenant qu'on est les 5. Parfait. Mais il faut quand même pas oublier le 6e, là, mais en tout cas. Je voulais juste qu'on les recense là, pour l'auditoire. Oui, qui est complètement perdu quand on parle des sens. Ouais, c'est ça. Fait que nous, on le fait, tu sais, avec notre façon de livrer les textes à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, plutôt. Là. Mais en tout cas, toi une semaine, moi l'autre. On prend toujours un cadre différent. Tu sais, toi, dans tes lettres au tribun, c'est toujours quelqu'un de différent qui écrit la lettre. Ouais. Moi, j'essaie de choisir un différent point de vue à chaque fois. Fait que je trouve que c'est quand même un exercice cool. C'est pas vraiment ça, tu sais, de la démiurgie. Moi, honnêtement, si j'étais tout seul et je faisais de la démiurgie, j'aurais des listes, j'aurais des tableaux, j'aurais des... Mais là, à la place d'avoir ça, je me retrouve avec une série de textes qui met en scène différents personnages, puis qui offre comme un point de vue différent à chaque fois. C'est super cool, mais c'est pas comme purement de la démiurgie. C'est juste comme moi, je le verrais. Mettons que je le faisais pas pour le podcast, ben je me challengerais à essayer de le faire une couple de fois pour voir qu'est-ce que ça me fait développer dans mon monde. Mm-hmm. C'est comme un genre de... c'est comme un genre de test drive de ton monde. OK, là, j'ai ça, je vais le sortir pour une ride, je vais l'essayer avec un personnage. OK, cool, ça marche. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Je trouve que c'est une bonne... Tu trouves ça dur, toi, choisir le point de vue de ton texte? C'est parce que des fois, mon idée, c'est mon point de vue. Fait qu'à ces moments-là, non, c'est pas dur. Ouais. Et parfois, c'est vraiment pas ça. Puis mettons, ce mois-ci, je vais t'avouer que genre le texte que je vais te lire la semaine prochaine, et peut-être que j'ai rushé à trouver
exactement quel point de vue je devais adopter. Puis ça va avec l'idée que si tu construis un récit puis une histoire qui est un peu plus historique, justement, il faut que le bon personnage se ramasse à la bonne place au bon moment pour vivre l'événement historique que tu essaies de mettre en scène. Mhm. Puis on dirait que c'est ça mon défi. Puis des fois, je reviens avec Game of Thrones puis tout ça parce que j'avais lu tous les romans et ça m'intéressait beaucoup à l'époque, avant d'être déçu par la saison 7-8. Mais George R. R. Martin, il a publié son dernier roman de Game of Thrones, de Song of Ice and Fire, qui s'appelle Dance with Dragons, à ne pas confondre avec The Dance of Dragons, qui est comme genre la base de la série télé House of the Dragon. Ah oui, Whatever. ok. Il a fait plein d'affaires de Dragon, puis à un moment donné, c'est confondant. Mais son dernier roman de base, là, la suite de Game of Thrones, qui raconte l'histoire normale de Game of Thrones, est sorti en 2012. Et là, le prochain sort d'une minute à l'autre depuis Oui, c'est ça qu'il 10 ans. Ouais. Et même Dance with Dragons, il est sorti en 2012, mais il était prévu pour 2004, genre. Puis ça a pris des années, ce qui sort Feast for Crows, qui était l'autre avant, qui a divisé son roman Dance with Dragons en 2 romans, puis il l'a sorti en deux batchs à chaque 5 ans. Qu'est-ce qui manque à M. Martin? Ouais. Un deadline. Ouais, il n'y a pas de deadline. Non, parce qu'il se fait proposer plein de deals cool avec HBO, fait qu'il n'y a pas besoin de faire des romans. Ouais. À M. Martin. On va l'appeler George. OK, George. Georgie. Mais c'est ça. En entrevue, puis avec ses éditeurs, puis il en a parlé souvent ouvertement, que son problème, en ce moment, puis depuis 15 ans, c'est son problème, c'est que il veut raconter des choses importantes qui se passent à des places importantes de son univers. Il cherche le point de vue. Puis il n'y a pas les bons personnages, point de vue. Puis chacun de ces chapitres, c'est toujours un chapitre de point de vue de personnage. Un peu comme ce que toi et moi on fait. On diégétique, on le place dans les yeux de quelqu'un. Fait que lui, il a sa structure qui est chaque chapitre, c'est du point de vue de Jon Snow, ou du point de vue de Daenerys Targaryen, ou du point de vue de... Puis là, il y avait un affaire qui s'appelait le Meereen's Knot, que lui, il appelait de même. C'est le nœud de la ville de Meereen. Parce qu'il arrive à un point dans l'histoire où tout se passe à Meereen en même temps, mais aucun des personnages est là pour le vivre. OK. Fait que t'as Tyrion qui arrive d'un sens, Daenerys qui arrive de l'autre sens, Victarion qui arrive de l'autre sens, mais ils ont tous pas exactement le bon angle pour raconter ça. Fait qu'il faut qu'ils créent des nouveaux personnages pour le vivre. Mais ce nouveau personnage-là, il n'a plus rapport dans l'histoire. Puis après ça, il disparaît 2 secondes après parce qu'anyway, il était là. Mais mettons, il s'est passé un truc, un massacre. Tout le monde est mort. Fait qu'il peut pas être là pour le raconter. Fait qu'il y a comme un problème de qui est mon protagoniste pour raconter cet élément-là qui est important, qui est crucial à mon gros storyline. Le big picture, là, il y a vraiment besoin de ça. Mais c'est comme peinturé dans un coin, genre? Absolument. Absolument. Parce que là, tu racontes ça comme si, genre, pas le choix, mais c'est lui qui a tout décidé ça. Là. Oui, mais si ça va avec notre conversation sur l'architecte puis le jardinier. Quoi? Le Stephen King écrit comme un architecte. Il planifie tout d'avance. OK. Puis Oui. George Martin écrit comme un jardinier. Il sème des graines puis il les arrose. Fait qu'il a semé les mauvaises graines puis ça a poussé n'importe comment. Puis là, il se ramasse avec une jungle qu'il faut qu'il... Mais qu'il visite sa jungle d'abord puis qu'il lâche le Meereen's Knot. Tu sais... Non, c'est que là, il essaie de jouer à l'architecte un coup qui a fait le jardinier pendant 8 livres. Il faut qu'il débroussaille ce coin-là du jardin. Le Meereen's Knot, il lui faut des solutions. Ouais. Ça fait 15 ans que... C'est pas vrai. Ça fait 15 ans qu'il est supposé trouver des solutions, mais il y a 10 de ces années-là qu'il fait juste faire des Comic-Con, puis signer des contrats avec HBO. OK. C'est ça. On est à la même page sur notre capital de sympathie pour genre je peux pas écrire, mes personnages sont pas dans la bonne ville. C'est comme c'est toi qui les as inventés. C'est toi qui les as amenés ailleurs. mais c'est toi qui as inventé la ville. D'un autre côté, tu dis ça, mais si tu fais quelque chose puis tu veux que ça soit réaliste, puis je peux comprendre, tu as amené des choses à des places, puis tu dis, naturellement, lui, il prendrait cette décision-là, puis elle prendrait cette décision-là, fait qu'il se ramasserait pas dans la ville. Puis si je les force dans la ville, ça va avoir de l'air forcé, puis ça va être de la mauvaise histoire. Exact. Fait que c'est un dilemme que je peux comprendre. Puis comme je dis, je l'ai vécu dans ma création de ce mois-ci, à dire, je veux raconter quelque chose, mais je sais pas qui le vit, cette affaire-là. Fait que le protagoniste, en termes purement genre de faire de la démiurgie, pour faire de la démiurgie, vraiment pas un problème, mais dès que tu veux commencer à raconter ta démiurgie, t'as besoin de le camper dans des souliers. Puis la question qui tue, c'est les souliers à qui, ça?
C'est quel type de personne? Puis c'est quelqu'un d'assez intéressant pour qu'on puisse raconter quelque chose sur cette personne-là? Ou est-ce que cette personne-là, par défaut, parce que je suis en train de se faire vivre, c'est une personne qui prend des décisions quelconques puis qui n'est pas intéressante? Mais là, on passe à un ancien texte, mais tu sais, j'ai livré un texte que le personnage principal, c'était un forgeron sans nom, là, avec sa fille. Ouais. C'était quand même, selon moi, en tout cas, moi, j'avais eu beaucoup de plaisir à l'écrire et à le relire. Natest. Dans le texte Natest, mais dans le fond, moi, j'ai jamais dit son nom. Là. Non, mais c'est ça le texte. Le texte c'était Natest. Ouais. Mais, tu sais, j'ai juste pris un nobody, là, un illustre inconnu, mais qui était à la bonne place au bon moment. Puis ça devient mon personnage principal parce qu'on l'observe. Ouais. Mais t'aurais observé n'importe qui d'autre, puis ce personnage-là... Non, lui, il n'est pas le héros du monomythe. Là. Non, mais c'est le protagoniste de ce que j'ai lu quand j'ai lu ce texte-là. T'sais. Et ça faisait très bien le travail. Après ça, on a des questions sur lui. Mais d'un autre côté, tu dis, c'est pas le héros, c'est juste un personnage quelconque. Mais dès le début, tu nous racontais ça avec un angle d'amour père-fille. Ouais. Puis on était déjà dans quelque chose qui était vrai, qui était honnête, qui était émotif, avec une personnalité. Puis je pense que c'est l'élément peut-être à retenir sur notre conversation sur les protagonistes. Il faut que ça soit quelqu'un d'intéressant. Puis il faut que ça soit quelqu'un que sa présence est nécessaire au récit. Exact. Puis le récit est nécessaire à ce qu'on l'étudie, cette personne-là. Il faut que ça soit interrelié avec le nœud, le cœur de ton histoire que tu essaies de raconter. Totalement. Mais si c'est quelqu'un de plate, genre, bonne chance à me raconter quelque chose d'intéressant sur quelqu'un de dole. Ça peut être un défi. C'est ton défi pour le prochain mois. Toi aussi, on choisit le prochain texte, la personne la plus dole de notre univers. Tu dois te faire une discipline à chaque matin. À chaque matin, tu te fais une discipline. Il faut t'écrire une histoire sur quelqu'un de plate. Ouais. Écoute, il y en a, on pourrait faire une liste, là, mais il y en a des livres, des films qui sont faits sur des personnages plate. Ah ouais. On se fait une liste. Je vais te faire une liste pour la semaine prochaine. Hey, est-ce que tu as un texte à nous lire? J'ai un texte à vous lire. Est-ce que ton texte a un protagoniste? Je pense que oui. Est-ce que c'est un héros? Tu me le diras après. OK. Parfait. Ouais. Salut la sœur! L'hiver est à peu près fini, puis j'ai toujours pas de nouvelles. What's up with that? Excuse mon latin, mais c'est vraiment pas cool. T'es supposé m'écrire direct en arrivant. Anyway, ici, c'est pas plate. Entre mes études classiques puis ma job de bedeau pour le Grand Flamine de Mars, j'ai pas grand temps pour m'ennuyer de toi. En plus, t'es partout. On sait même pas si tu t'es rendu à Val-Terreur, puis tout le monde parle de toi tout le temps. Une vraie vedette. Sixtine ci, Sixtine ça. C'est un peu gossant. En attendant, mon tuteur m'a demandé de réfléchir à l'héroïsme adopharien. Puis je suis un peu fourré. Est-ce que tu pourrais m'aider un peu? Je t'ai recopié mon brouillon. Merci full. Qui est le héros adopharien? Voilà une question qui entre génération après génération. Moi, je pense que c'est d'abord et avant tout un petit curieux qui aime bien observer. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut tout connaître, right? L'histoire, la géographie, la cartographie, le maniement des armes, la stratégie, la survie, la navigation et j'en passe. Faut être attentif aux signes qui peuvent trahir la présence d'une idole. Puis par là, je veux dire un paquet d'affaires fucked up qui sortent de l'ordinaire. Comme quand les barbares se sont mis à être organisés complètement random, puis à faire la trappe à nos légions ou à nous prendre en souricière fucking nowhere. Là, il y a un héros qui a catché quelque chose de wack se passait. L'idole de Mars qui donne des cues en catimini aux barbares. Hey, une chance qu'on avait plus qu'un tour dans notre sac. OK, ouais, mais la curiosité, c'est-tu assez? Lol, non. Ça prend de l'ambition. Mettons genre moi. Mettons genre que je le sais que si je trouve de quoi de nice au bord de Val-Terreur, je vais avoir un triomphe. Ben avec un triomphe, je vais pouvoir me pogner des chicks. C'est ça, de l'ambition. Quand je pense aux chicks, ben ça me motive à faire plein d'affaires héroïques, genre explorer. Dans le fond, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'Empire. Un héros, ça explore. Ça découvre l'inconnu, ça trouve des chemins, ça fait des cartes, ça donne des noms à des shit, là, genre quand je vais trouver une montagne vraiment haute, puis je vais l'appeler Pic de Quentin. Check la face des chicks quand je vais leur montrer le Pic de Quentin sur une map. Mais à l'ouest, il n'y a pas juste des montagnes. Il y a aussi des animaux, puis des plantes qu'on n'a jamais vues, des fruits qu'on n'a jamais mangés, puis du monde qu'on n'a jamais rencontré, puis qu'on savait même pas qu'il existait. Ben, être un héros, c'est aussi être un zoologiste, un botaniste ou un diplomate.
Mettons genre moi. Mettons genre que je rencontre du monde vraiment nice puis qu'en échange d'un service, ce monde-là accepte de joindre à l'Empire. Pow! Héros! Pow! Chicks! Sauf que des fois, il peut y avoir du monde pas nice à l'Ouest. Genre l'exilé, là. Ben, un héros, des fois, c'est un guerrier. Mettons genre moi. Mettons genre que je casse la gueule en sang à l'exilé, là, puis que je fais dire « Excuse-moi, mon oncle », puis que je load son repère sous le regard ébahuri de ses goons fait prisonnier. Ben, pow! Je pense que tu commences à comprendre. Mais quand est-ce qu'un héros devient un héros? Quand on part? Quand on revient? Quand on part pis on revient pas? Toutes ces réponses. Si j'ai tout bien compris ce que le soleil invincible puis Mars nous inculque, c'est que c'est pas l'exploit, mais le chemin qui fait d'un héros un héros. Ben, au bout du chemin, ce qui va rester, c'est ce que les autres ont à raconter sur toi. Mettons genre moi. Mettons genre que je découvre une nouvelle espèce bovine au lait sucré, on jase, là, j'invente. Ben, je pourrais m'installer un petit bar laitier à Val-Terreur avec une petite fermette. Ce que j'essaie de dire, là, c'est que des fois, un héros, ça revient pas, puis ça mérite son break. Puis la sœur, t'en penses quoi? Je suis pas certain encore du bout sur le bar laitier. Anyway, je serais content que tu me reviennes avant l'automne. Ton Quentin. 11e jour du mois de mars de l'an 924 à Bourbet-Coniston. PS. Hey! Il paraît que l'ancien bedeau du Flamine est parti dans la même caravane que toi. Il s'appelle Maximus. Et ça a l'air qu'il est ben blood. LOL. 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 LOLOLS. Ruffle. Hey, Quentin. Quentin, man. Pauvre petit gars. Minou. Chaton. Chaton. Petit chat. C'est le douchebag le plus cute de tout Caput Mundi. J'adore Quentin. Quelle verve. Ouais, hein? Hein? Il y a pas la langue dans sa poche. Là. Il Non, raconte toutes sortes de belles choses. Il a tout compris Ah, aussi. il a tout catché. Ouais. Pow! Mm. Les chicks. Les chicks. C'est ça l'ambition. L'ambition, c'est les chicks. Ben, c'est l'ambition de Quentin, tu sais. Ben oui. Ouais. OK. Fait que tu nous as livré ici une lettre de Mhm. Quentin à Sixtine, deux personnages qu'on connaît déjà. Ouais. Cette fois-ci, je me suis pas trompé dans le nom de Sixtine, fait que bravo. C'est vrai, parce que t'avais raconté quelque chose sur Augustine, Ouais. puis je pensais juste que c'était quelqu'un d'autre, puis t'avais juste pas relu tes notes. Ouais, c'est ça. OK. Fait que peut-être, avant de revenir sur quoi que ce soit, je veux juste dire, ou plutôt te poser ta question, pourquoi les clins d'œil au cowboy fringant? Ah, je sais pas, man. Je les ai Parce comme... que la mort de Carl Tremblay t'a affecté? Ouais, ben, tu sais, au moment où on lit l'épisode, où l'épisode passe, on commence à être un peu loin dans le temps. Mais là, on est début décembre, là, puis je sais pas. C'est pas juste moi, là, j'ai repéré des... non, absolument. On dirait que des je les ai comme écrit. citations, là. J'ai comme écrit ça, Ça puis sonnait. j'ai fait comment, je vais le garder. Tu sais, on dirait que c'est ça que ça dit, puis Juste revenir, là, c'est quoi? C'est... c'est comme un genre de mini-hommage caché. OK, cool. Tu dis au bout du chemin, ce qui va rester, c'est que blablabla. C'est ce que Puis le tu monde dis- raconte sur toi. Puis, Ouais. ouais. Puis après ça, tu dis aussi que, anyway, Il aimerait ça qu'Augustine y revienne Avant l'automne. mais dans le fond, il aimerait ça qu'il revienne avec genre, puis mon texte, tu correct, tu l'as-tu corrigé? Tu sais. oui, c'est ça. Ouais. Pas qu'elle revienne Non, à c'est Valterra. Puis je pense qu'il est là plus l'intérêt que j'ai sur le... mettons, ne parlons pas pour l'instant de la définition de l'héroïsme Ouais, de, ok. de Quentin, mais juste de ta mise en abîme, de ton processus de travail qui était écrit à sa sœur pour qu'elle corrige son texte. Mhm. Mais il écrit aussi à sa sœur au début pour parler un peu de la vie puis de ce qui se passe. Puis il dit qu'elle est rendue super connue. Ouais. Pourquoi? Comment elle est devenue une vedette? Ben, parce qu'elle est partie, tu sais. Puis il y a comme un revival de partir à l'ouest à cause des pamphlets qui ont été distribués puis tout. Tu sais. Fait que il y a comme un nouvel âge d'explorateurs. Puis tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Là. Il était quelques-uns dans la caravane. Finalement, ils ne se sont pas tous rendus. Là. On connaît l'histoire. Mhm. Mais ouais, je pense que c'est redevenu hip d'être un aventurier. Fait que là, elle a décidé qu'elle partait. Puis c'est la petite sœur de Quentin, dans le fond. Là. Fait que
je sais pas, le fait que quelqu'un de jeune, tu sais, fasse comme, hey, moi, je m'en vais, puis je vais faire ce que les autres faisaient avant, tu sais, ce qui était bien à la mode. Ouais. Fait que, Pour ceux qui voudraient, les gens qui écoutent Comme du monde, qui sont un peu perdus sur ce dont on parle, ben, c'est l'épisode 5, l'épisode sur l'urbanisme, je pense, que tu as écrit le texte. Lettre de Sixtine à Quentin, où Sixtine nous raconte qu'elle est partie, elle raconte à son frère qu'elle est partie à Val-Terreur. Puis elle commence en disant « Je suis pas habile avec les mots comme toi. » Je suis pas bonne comme toi avec les mots, ouais. Ça, c'est de l'ironie, là. Ben oui, parce qu'elle, elle trouve qu'il est bon avec les mots, ou elle, genre, elle fait un petit jab. Exact, c'est ça. C'est ambigu. Puis tu sais, en même temps, nous, sur d'autres épisodes aussi, à un moment donné, on a eu une discussion sur écrire en québécois. Ouais. Puis, fait que là, je me disais, comme dans le fond, c'est pas tant la qualité de la langue, mais l'idée que ça communique, puis comment... est-ce que ça le communique avec efficacité? Fait que je pense que genre... Tu sais, puis souvent, je reviens avec ça, là, excuse mon latin, ou dans le fond, j'écris en français, puis j'écris en français comme québécois. Là. Ouais. Et on s'imagine que la lettre, originalement, est en latin. Fait que toutes ces petites nuances-là en latin... sont différentes. C'est juste l'équivalent de ça en latin. Ouais. Fait que, ouais, je joue avec cet élément-là, tu sais. OK. Ben, oui, fait que là, elle est rendue une vedette parce qu'il y a très peu de gens qui ont pris l'appel à partir découvrir l'Ouest. Puis on essaie de redorer l'image des gens qui font ça, tu sais. OK, cool. L'image de la profession. J'étais pas sûr s'il y avait autre chose qui fait que ça qui l'a rendu connu. Attraction-rétention, man. OK. J'aime ça que ce soit ton approche. Attraction-rétention des aventuriers de faire rien. Alors, pour tout le monde qui veut des conseils en démiurgie, attraction-rétention, en général, c'est applicable. Ouais. OK. Fait que de quoi tu as envie de parler de ça? Moi, je trouve que ton texte est vraiment cool, mais c'est sûr qu'on s'arrête beaucoup à cette personnalité forte qui nous raconte ces choses-là. Mais il parle d'héroïsme, puis il parle, dans le fond, du caractère... comment qu'on appelle ça? Le mot m'échappe, mais polymathe. Ouais. D'un héros. Un héros, ça doit être polymathe. Ça doit être quelqu'un qui est versé dans 15 affaires différentes. Fait que je trouve que c'est un angle vraiment intéressant. Mais si je te l'explique comme ça, mon but avec le pitch protagoniste, mettons, c'était de me dire, ben moi, je sais que là, mon truc, c'est pour un jeu. Fait que mon protagoniste, c'est les joueurs. Fait que je vais faire un genre de... une genre d'énumération de comment un joueur peut s'épanouir ou quelle piste d'aventure il peut suivre de l'autre côté. Ouais. Fait que si toi, tu penses que ta motivation en tant que joueur, c'est de découvrir un nouveau territoire, la topographie, donner ton nom à des lieux, ben tu peux faire ça, tu sais. Si ton but, c'est de rencontrer de nouvelles espèces animales, de découvrir de la nouvelle végétation, ben il y a ça aussi pour toi dans le jeu, là. Si ton but, c'est de rencontrer des nouveaux peuples, des gens qui n'ont jamais été en contact avec l'Empire, puis de tisser des liens ou de même, on a vu tantôt, je parle de guerrier aussi. Fait que tu sais, il y a comme tous les chapeaux de l'aventurier à De Faire Rien qui sont comme décrits dans un format whack, super whack. Pow! Mais mon but, c'était de faire ça, tu sais. Comme, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Tu sais, ça pourrait être carrément, là, même une motivation pour un personnage. Toi, ton personnage, sa motivation, c'est de rencontrer des nouveaux peuples. Fait qu'il pourrait avoir comme le tag, je sais pas moi, diplomate. Puis quand il rencontre des nouveaux... anthropologue. Tu sais, peut-être que c'est comme ça. Il veut accumuler des informations découvrir sur d'autres cultures. Oui, c'est ça. Puis peut-être même que lui, il monte de niveau quand il rencontre un peuple et il réussit à établir des liens pacifiques. Mm-hmm. Tu penses-tu que c'est quelque chose que tu voudrais intégrer dans les mécaniques? Ouais, peut-être. Tu regardes ça comme différentes raisons de devenir le héros Val-Terror. À De Faire Rien? Val-terroriste? C'est ça? Non. OK. J'ai pas encore statué sur comment on appelle les citoyens de Val-Terror, mais clairement pas un Val-terroriste. T'es sûr? Il te faut un gentilé, il te faut un nom pour les gens qui habitent là. T'as raison. Val-terroriste semble... Ou Terreau-Valois? Ah, Terreau-Valois. C'est pas si pire, ça, Terreau-Valois. C'est moins pire que Val-terroriste. Terreau-Valois, le virer à l'envers, ça fait comme... Genre plein de municipalités au Québec où il faut que tu le vires en trifluvien. Ouais. OK, ben oui, ça m'a l'air d'être une liste des raisons.
Ouais. Mais tu peux, comme tu dis, tu peux les catégoriser, ces raisons-là. C'est-tu pour la conquête? C'est-tu pour les contacts? C'est-tu pour documenter botanique? Ou... Ouais. Peut-être que ça, c'est des profils qui ressemblent quasiment à des classes d'aventuriers. Ouais. Puis tu peux construire tes classes à partir de la définition que Quentin fait de l'héroïsme. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, à me mettre dans les souliers de Quentin ou à tenir le crayon de Quentin. Je sais pas comment le dire. Mais Julien, t'as eu beaucoup de plaisir à tenir le crayon de Quentin? j'ai eu beaucoup de plaisir à tenir son pic. Tenir son pic. Mais oui, le pic de Quentin. Ouais. L'équivalent, montrer une map avec le pic de Quentin, je pense que c'est l'équivalent du dick pic. Je pense que oui. Ouais. Mais non, je l'écris comme ça. Évidemment, on s'entend qu'à la fin, la livraison de mon œuvre n'a rien à voir avec les textes que je livre. Je pense pas que je vais donner aux joueurs de quoi d'écrit comme ça parce que mon jeu va se vendre seulement dans une province au Canada. Puis, C'est un choix. mais je vais peut-être avoir de quoi de plus streamliné, mais ça me permet quand même de jouer avec. Est-ce que ça pourrait être séparé des classes complètement? Ça pourrait être une avenue de. Comme une motivation. Ça te prend tout le temps une motivation un peu à ton personnage. Puis des fois, c'est juste comme trouver des trésors. Mais des fois, si je te dis ton personnage va se retraiter quand il va avoir découvert 8... Idole. Non, peut-être pas les idoles, c'est comme plus rare. C'est Mais intense. c'est ça, je voulais donner comme d'autres pistes que les idoles. Ouais. Je pense que c'est là que Oui, j'allais. parce qu'il fait même pas mention des idoles dans sa définition de l'héroïsme de C'est ça. Soleil. Fait que j'allais là. Mais ouais, c'était ça. Puis j'ai presque la liste. Comme on a dit tantôt, pour vrai, moi, mon world building tout seul, ça aurait été un tableau. C'est pas mal plus le fun à lire qu'un tableau. T'sais. Ben oui. Est-ce que c'est plus pratique à une table de jeu? Je pense pas. Là. Je pense que je vais revenir au tableau à un moment donné. Mais d'un autre côté, tu construis du flavor text qui va avec... Tu sais, si t'as la table de jeu puis les gens ont déjà leur personnage, Ouais. OK, ils ont construit quelque chose avec un tableau, mais tu sais, l'aspect de choisir ta classe, c'est quand même cool de regarder ça puis de dire « Ah ouais, je peux avoir ça, ça, puis ça. » Puis ça, c'est comme un texte qui donne un peu une idée générale de la saveur du mois. Ouais. Qu'est-ce que tu vas avoir quand tu adoptes cette classe-là? Tu vas aller vers quoi? Puis qu'est-ce que tu risques de vivre? Puis le texte est quand même funny, fait que c'est le fun. Je sais pas. Moi, je trouve ça agréable à lire. Ça donne de l'information, mais en même temps, tu pourrais imaginer que ton Clairement. livre... J'ai une proposition pour toi, Julien. Ouais. Tu vas me dire non. Tu vas dire non, va chier, en fait. OK. Mais vivons-le. Tu peux écrire ton livre de jeu de rôle de la main de Quentin. Ça peut être Quentin qui donne, genre, tout le rulebook. Il est dans la voix de Quentin, puis c'est lui que son tuteur lui a demandé de décrire l'Empire, la vie à l'Empire, les risques de chance que tu te fasses, pogner par une caravane de Les brigands. monstres, tu sais, décrire Toutes les monstres. monstres. C'est lui qui décrit tout, c'est tout le temps dans sa voix. Ah, mais t'as un peu ça dans le guide de Volo. Là, Ouais. dans Oui, Donjons mais la Dragons. différence, c'est que si ton narrateur, c'est Quentin, il a de l'air de se tromper sur tout, il a de l'air d'être tout croche. Puis là, tu as un narrateur, c'est intéressant, tu as un narrateur pas fiable dans un descriptif de jeu. C'est drôle que tu vois Quentin comme pas fiable. Moi, je trouve qu'il y a une enveloppe pas fiable, mais son contenu reste quand même... À part le fait que l'ambition, il dit que c'est des chicks. Mais, OK, mais il y a juste toi pour nous le confirmer, ça. Ouais, t'as Parce raison. que moi, je me dis, lui, il s'exprime de même, puis je trouve qu'il y a clairement des parcelles de vérité. Il y a peut-être des affaires qui sont, genre, qu'il interprète mal le monde autour de lui. Oui, il y a de la misère un peu. Là. Fait que, tu sais, clairement, si le jeu de rôle au complet t'es véhiculé par une voix qui est pas juste biaisée, mais qui est même mal informée, c'est quand même intéressant d'aller jouer dans ce monde-là. Puis là, tu fais quelque chose, puis là, le maître de jeu, il dit « Non, ça marche pas. » Puis c'est comme « Hey, mais c'est ça qu'il y a dans C'est ça le que Quentin rulebook. a dit. Ouais, mais le rulebook est écrit par quelqu'un de pas fiable. Je comprends l'unicité de la Il y en proposition. a mais pas d'autres jeux ça de se même. passera pas comme ça, je pense Non. pas. Non. Mais c'est un personnage intéressant puis coloré. Puis c'est le fun tout le temps d'avoir un PNJ qui est coloré comme ça. Fait que ça en donne une voix. Puis, mais de là à dire que je permettrai à ce gars-là d'expliquer les règles du jeu, je sais pas. Mais pour revenir, par exemple... Mais tu feras ça pour le prochain mois, s'il te plaît. C'est ta mission. Faut qu'à chaque je me matin... lève à tous les matins et que je fasse ça pendant 1 heure. Ouais. Mais ouais, non, pour la description des classes, tu sais, je commence à avoir une idée là, de assez modulaire de, mettons, à date, on a comme 3
origines différentes, tu sais, qu'on pourrait choisir. Il y a les barbares, les édificiers, puis ce que j'appelais les premiers peuples, là, mais c'est comme les gens qui habitent la capitale. Ouais. Dans ma tête, ces gens-là, il va falloir que je commence à travailler bientôt sur c'est quoi, tu sais, leur morphologie. Puis, parce que je ne les ai pas tant décrits, là. Nous, on les imagine juste comme des gens d'origine différente, mais ça pourrait être aussi différent qu'un elfe puis un... Ben, les édifiés, tu les as souvent placés un peu comme des nains. Ouais, mais je les ai aussi souvent placés avec des liens avec le monde des insectes. Puis, Ouais. fait que, Oui, la chitine. la chitine, la cigale. Fait que j'ai des idées, tu sais. Les barbares, je les ai pas tant présentés vraiment, Non. autre que c'est des barbares. Puis les premiers peuples, ben là, on sait qu'ils viennent des jungles, tu sais. Puis, fait que, à un moment donné, il va falloir que j'établisse ça. Sauf que si on a le choix entre ces 3 personnages-là, au départ, puis on a différentes motivations qu'on peut associer à ces personnages-là. C'est un édificier qui serait motivé par... en fait, un édificier n'a pas le droit de donner son nom à des affaires. Fait que c'est pas un bon exemple de dire qu'il serait associé à la topographie, mais un édificier qui voudrait découvrir différents types d'herbes, mettons. Ouais. Okay, bon. Fait un édificier qui est herboriste. Ouais. Ben là, lui, quand il fait son truc, là, puis il découvre ces herbes-là, est-ce que ça l'ouvre une nouvelle classe? Est-ce que ça l'ouvre une nouvelle avenue? J'aimerais ça jouer avec le fait qu'il y a une rotation rapide. Je veux pas qu'on étire le personnage, là, qu'on te dise mais il est rendu niveau 20, c'est rendu qu'il gère des dieux. Oui, je comprends. Mais j'aimerais ça voir l'aventurière de fin. C'est pour ça que je parle de break à la fin. Je dis que ça mérite son break, un héros. Oui. Ben, Sa dernière phrase de sa dissertation. Je pense que ça serait cool de dire ben moi, mon personnage, Ouais, il de a retraiter vécu tant un nombre personnage. d'aventures. Ben là, maintenant, il s'installe à Val-Terreur, puis il ouvre une shop. Mhm. Puis là, à cette heure, Val-Terreur a la shop d'herboristerie, puis ton personnage que tu as fait, c'est devenu un NPC. Ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant que la progression d'un personnage finit un moment donné, parce que ça n'a pas de bon sens de jouer des games épiques, intenses, où on se bat contre des dieux. Fait qu'on ne veut pas aller là. On veut rester à un niveau intéressant, un niveau qui est proche du vrai. Ouais. Mais quand ça finit, que ça devienne un unlock pour la campagne. C'est ça. Fait que ton personnage a tellement vécu de choses, qu'il a tellement acquis des connaissances, qui devient genre un personnage non-joueur qui est une ressource ou qui crée même une ressource, tu sais, puis cette ressource-là, après ça, devient accessible par tous les autres personnages qui existent dans la campagne, dans l'univers. Genre maintenant, il y a un édificier herboriste qui a pignon sur rue à Val-Terreur, puis entre chaque aventure, ben tu peux aller le voir pour te crafter une potion, mettons. Ouais. Puis ça, tout le monde en bénéficie. Mais en plus, ça l'accède, ça te permet d'amener aussi plus de contenu sur la création de ton prochain personnage. Peut-être que toi, t'en as... Vraiment, là, ceux qui ont joué à Gloomhaven ou Frosthaven, là, ça t'amène... Ton personnage, ton prochain que tu crées, ben, il vient avec un petit plus parce que tu avais un personnage qui avait quand même acquis, qui avait des choses. Là. Tu repars avec un bonhomme avec un petit peu plus d'affaires. Mais en plus, tu aurais plus de choix dans la création de ton personnage, ne serait-ce que de débarrer des nouvelles motivations ou des nouvelles classes, des nouvelles habiletés. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai toujours trouvé vraiment bizarre, mais vraiment intéressant dans Donjons & Dragons classique. Moi, j'ai grandi sur l'édition 3 puis ensuite 3.5. Ouais. Puis, je sais pas ça vient d'où. Je sais pas si ça vient de Advanced D&D ou de Donjons & Dragons première édition. Mais le concept qu'il y a des sorts qui ont le nom d'un grand magicien. Ah oui, C'est le Morden Canon, chose où, tu sais, il y en a une couple. Puis c'est tout le temps les mêmes. Tu sais, c'est qui Otiluc, je sais pas. Mais c'est des personnages qui sont apparus, j'imagine, dans la mythologie, mais ça donne cette impression-là que c'est vraiment quelqu'un qui a vécu. Non, en fait. Je pense que c'est des personnages issus de la campagne de Gary Gygax. Ce serait à vérifier, là, mais il me semble qu'il y a un peu de ça. Parce que ça m'a toujours semblé être... Il y a des sortilèges qui existent depuis toujours. Mettons... je sais pas moi, Boule de feu. Là. Boule de feu. Puis, il y a des mages qui sont devenus tellement puissants qu'ils étaient rendus à inventer des nouveaux sortilèges. Ouais. Puis ces nouveaux sortilèges-là, ces mages-là, les ont unlockés. Et quand moi, je me crée mon personnage magicien, hey, il existe ce sortilège-là. Leo Moon's Tiny Hut. C'est ça. Ouais. Fait que ça donne... Ou Tasha's Great Laughter. Ça, c'est... En tout cas, c'est intéressant ces trucs-là parce que ça donne, je trouve, une profondeur historique au monde. Tu sais, quand on parlait du monde connu, monde inconnu, mais temporel, c'est comme, je sais en embarquant dans une campagne de Donjons Dragons qu'il existe tout un monde
des milliers d'années derrière moi, puis un année, il y a eu un mage surpuissant qui a inventé ce sortilège-là, puis il l'a déverrouillé pour moi. Fait que ça me donne ce feeling-là, ce que tu es en train de décrire, Ouais, c'est mais vrai. fois 1000, parce que tu bases un gros mécanisme là-dessus. Tu sais, j'ai toujours trouvé ça trop maigre, cette idée-là, dans Donjon Dragon. C'est comme si tout petit, c'est juste une affaire, puis c'est pas expliqué. C'est qu'on dirait que c'est un peu les Hermès Trismégis de ce monde-là. Tu sais. Exactement. Ils sont très lointains, tu les rencontreras jamais. Puis, mais il est en contact avec des forces arcanes supérieures, puis là, il peut te passer, tu sais, le flambeau. ouais. Puis tandis que moi, à date, là, ce avec quoi je jongle, ce serait que vraiment, si jamais, c'est une super bonne idée, si jamais tu as maintenant accès à un sort à cause d'une condition de retraite, mettons, ben là, le personnage peut mettre son nom sur le sort, tu sais. Ouais. Puis là, c'est pas juste comme un Hermès Trismégiste de l'Antiquité qui n'a jamais existé. C'est le gars, là, il a un magasin dans le village, il vend des babioles. Puis, il devient une vedette locale, tu sais, un héros local, retraité. Puis là, mané, le temps passe. C'est un vétéran, là. Le bonhomme, il est vieux. Puis là, il raconte ses histoires à ses petits-enfants. Puis tu sais que c'est moi qui ai inventé ça. Puis là, mais non, je te crois pas, grand-papa. Tu sais, cette espèce de truc-là de construire un univers qui est dans le niveau microscopique, au niveau village, mais avec des légendes locales. T'sais. Exactement. Puis tu sais, j'ai un peu ça aussi avec Sixtine qui s'en va de l'autre côté. Ouais. Puis qui revient avec un sort de réparation. Ouais. Oui. Tu sais, comme, je me demande même si est-ce que la magie, elle existe en partant, puis ou il faut que tu la découvres à l'ouest. Je peux toujours associer des mécanismes de découverte de sorts à genre, ben, faut que tu découvres à l'ouest. Ça pourrait être des tables. Là, tu trouves un sort, puis il y a une table avec genre tous les sorts de niveau 1, mettons, puis là, tu lances un dé, puis c'est le sort que la personne elle t'apprend. C'est sûr que dans un monde où les sortilèges n'existent pas, puis peu à peu la magie se fait découvrir, on dirait que ce qui serait naturel, ce qui serait peut-être narrativement intéressant, c'est que le sortilège qu'un personnage découvre, c'est celui qui peut le sortir de la marde à ce moment-là. Ah ouais. Puis que tu peux avoir donc des déclencheurs narratifs de déverrouillage de sortilège. Parce que là, tu as un personnage qui se ramasse dans le sable mouvant, il est pas capable de sortir, et puis il va puiser dans quelque chose de supérieur. Et là, tout à coup, il y a la branche pour le sortir. Cool, il y a le sort maintenant, créer une branche de nulle part. Il y a une liane. Et là, créer une liane existe. Puis là, lui, il peut revenir au village puis l'enseigner aux autres. Puis regarde, ça, c'est le sort pour te sortir d'un sort mouvant, guys. Ouais. Parce que moi, j'étais pogné à la gorge en train de mourir de ça. Ben là, j'ai été capable de l'ouvrir. T'sais. Puis il y a un aspect tactile que j'aime aussi. À genre, ça pourrait très bien être un jeu où on a une carte de Val-Terreur, puis on a des collants, puis tu peux inscrire le nom des personnages, puis tu vois vraiment la ville se développer. Tu as joué à Gloomhaven puis à Frosthaven. Pas mal, ouais. Hey, faut terminer cet épisode. Oui. De quoi on parle dans le prochain épisode? Le prochain épisode, on parle de Dans mon village, il y a Belle Lurette par Fred Pellerin. Justement, parler de légendes locales, on va en parler en masse. C'est ça. Puis ensuite, je vais lire un texte. Ça va être écœurant. Ça va être full whack. Ça va être full whack. Pow! Chicks! Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.